À cet instant précis, quelque part dans le monde, des millions de personnes mangent leur premier repas de la journée. D'autres terminent une collation. D'autres encore ouvrent le réfrigérateur sans même avoir réellement faim. Pour la plupart d'entre nous, manger est devenu si fréquent que nous ne nous posons plus une question pourtant fascinante. Que se passe-t-il à l'intérieur du corps lorsqu'il ne reçoit plus de nourriture pendant 24 heures? Pas que pendant quelques heures, pas entre le déjeuner et le dîner, mais pendant une journée entière. Car, contrairement à ce que beaucoup imaginent, les 24 heures qui suivent un repas ne sont pas une période d'inactivité. Bien au contraire. C'est une période où le corps entame l'une des transformations biologiques les plus remarquables qu'un être humain puisse expérimenter. Une transformation invisible, silencieuse et incroyablement complexe. Imaginez une ville gigantesque, une ville qui fonctionne jour et nuit, des centrales électriques, des réseaux de transport, des systèmes de sécurité, des équipes de maintenance, des centres de communication. Cette ville, c'est votre corps. Et juste après votre dernier repas, toute son économie commence à changer. Au début, tout semble normal. L'énergie est abondante, les cellules reçoivent du carburant, les réserves se remplissent, les hormones transmettent leurs instructions. Mais heure après heure, quelque chose commence à évoluer. Les règles changent, les priorités changent, le carburant change, même certaines parties de votre cerveau commencent à fonctionner différemment. Puis arrive un moment que peu de gens atteignent dans leur vie quotidienne. Un moment où le corps cesse progressivement de vivre grâce à ce que vous venez de manger et commence à vivre grâce à ce qu'il a construit lui-même. C'est là que l'histoire devient véritablement fascinante. Parce que ce que la plupart des gens appellent simplement avoir faim n'est souvent que la surface d'un phénomène beaucoup plus profond. Derrière cette sensation se cache une chorégraphie biologique vieille de centaines de milliers d'années. Une série de mécanismes perfectionnés bien avant les supermarchés, bien avant les réfrigérateurs, bien avant les applications de livraison. Votre organisme a été conçu pour survivre à des périodes sans nourriture. Mieux encore, il possède des programmes biologiques spécialement destinés à ces périodes. Des programmes que beaucoup de personnes n'activent presque jamais. Mais attention, l'OMAD est souvent présenté comme une solution miracle. D'un côté, certains décrivent comme une révolution capable de transformer complètement votre santé. De l'autre, certains affirment qu'il s'agit d'une pratique extrême et dangereuse. La réalité est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus nuancée, car le véritable sujet n'est pas de savoir si l'OMAD est bon ou mauvais. Le véritable sujet est de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps lorsque 24 heures s'écoulent entre deux repas. Que deviennent vos réserves de glycogène ? Pourquoi l'insuline commence-t-elle à diminuer? Quand votre corps commence-t-il à puiser davantage dans ses réserves de graisse? Pourquoi certaines personnes ressentent soudainement plus de clarté mentale après plusieurs heures de jeûne? Et surtout, pourquoi la faim n'est-elle pas toujours le signal d'urgence que nous croyons? Au cours de cette vidéo, nous allons suivre heure après heure cette transformation invisible, comme si nous observions une expédition à l'intérieur de votre organisme. Depuis la toute première bouchée jusqu'au moment où le corps entre dans des états métaboliques que la plupart des gens n'atteignent presque jamais. Et ce voyage commence immédiatement, après votre unique repas, car durant les 6 premières heures, une hormone va prendre le contrôle de presque toute l'opération. Une hormone si puissante qu'elle décide du destin de chaque calorie qui entre dans votre corps. Et ce qu'elle fait réellement après votre repas est très différent de ce que la plupart des gens imaginent. Le voyage commence au moment exact où vous terminez votre repas. Peu importe qu'il s'agisse d'un grand repas OMAD soigneusement préparé ou d'un dîner plus classique. Dès les premières bouchées, votre organisme comprend qu'une nouvelle cargaison d'énergie vient d'arriver. Et il se met immédiatement au travail. Pendant que vous continuez à manger, votre système digestif entre en action. L'estomac broie les aliments, les enzymes commencent à découper les glucides, les protéines et les lipides en fragments plus petits. Puis, ces nutriments franchissent progressivement la paroi intestinale pour rejoindre la circulation sanguine. À première vue, cela semble simple. Vous mangez, vous absorbez, vous utilisez l'énergie. Mais à l'intérieur du corps, une immense opération logistique est déjà en cours. Et au centre de cette opération se trouve une hormone, l'insuline. Si le corps était une ville, l'insuline serait le chef de la circulation.
C'est elle qui décide où chaque cargaison doit être envoyée. Quand le glucose commence à augmenter dans le sang après le repas, le pancréas libère de l'insuline. Son message est clair. L'énergie est disponible, utilisez-la, stockez-la, préparez l'avenir. Des milliards de cellules reçoivent ce signal. Les portes cellulaires souffrent davantage. Le glucose pénètre dans les muscles. Le foie commence à reconstituer ses réserves. Les tissus utilisent abondamment le carburant fraîchement livré. Pendant cette période, votre organisme n'a aucune raison de puiser dans ses réserves. Pourquoi utiliser les économies lorsque le salaire vient d'arriver? Le corps pense exactement de cette manière. Donc les premières heures après le repas sont dominées par l'abondance. L'énergie circule, les réserves se remplissent, la priorité est au stockage et à l'utilisation immédiate. C'est également durant cette phase que le foie commence à fabriquer de glycogène. Le glycogène est souvent décrit comme une batterie énergétique, mais imaginez plutôt un entrepôt de secours. Quand vous mangez des glucides, une partie du glucose est immédiatement utilisée. Une autre partie est rangée dans cet entrepôt. Plus tard, lorsque la nourriture ne sera plus disponible, cet entrepôt pourra être rouvert. Et c'est précisément ce qui deviendra important dans les heures suivantes. Mais quelque chose d'intéressant se produit déjà. Pendant que l'insuline est élevée, la brûlure de graisse diminue fortement. Cela ne signifie pas que votre corps cesse totalement d'utiliser des graisses, mais il privilégie désormais le carburant fraîchement reçu. Encore une fois, cela a logique. Pourquoi aller chercher du bois dans une réserve éloignée lorsqu'une pile de combustible vient d'être déposée devant la porte? Votre organisme cherche constamment l'efficacité. Et dans cette phase, l'efficacité consiste à utiliser ce qui est immédiatement disponible. C'est pourquoi beaucoup de discussions sur l'OMAD deviennent rapidement confuses. Certaines personnes imaginent que le corps commence à brûler massivement les graisses dès la fin du repas. D'autres pensent que tout changement métabolique exige plusieurs jours. La réalité se situe entre les deux. Le corps évolue graduellement, comme un immense navire qui change lentement de direction, pas comme un interrupteur qui s'allume ou s'éteint instantanément. Durant les premières heures, le système digestif reste le centre de l'activité. Les nutriments affluent encore. Les hormones coordonnent le stockage. Les cellules fonctionnent principalement grâce à l'énergie provenant du repas. Et pourtant, sans que vous le nommeriez, une horloge invisible a déjà commencé son compte à rebours. Car chaque minute qui passe réduit progressivement l'arrivée de nouveaux nutriments dans le sang. Chaque minute rapproche le corps d'un moment décisif, un moment où il devra commencer à compter davantage sur ses propres réserves. Et lorsque ce basculement commence, une autre hormone s'avance sur le devant de la scène. Une hormone qui a chargé d'assurer votre survie lorsque l'énergie alimentaire commence à disparaître. C'est à ce moment-là que le véritable changement métabolique débute. Et les prochaines heures vont révéler pourquoi votre corps est bien plus autonome que la plupart des gens ne l'imaginent. Environ 6 heures se sont écoulées depuis votre unique repas. À l'extérieur, rien ne semble avoir changé. Vous travaillez peut-être, vous conduisez, vous regardez une série, vous répondez à des messages. Mais à l'intérieur de votre corps, une transition silencieuse est déjà en cours. L'insuline, qui dominait les premières heures après le repas, commence progressivement à diminuer. Son travail principal est presque terminé. La majeure partie des nutriments a été distribuée. Les réserves immédiates ont été remplies. Les cellules ont reçu leurs instructions. Maintenant, une autre stratégie doit prendre le relais. Car le flux constant de carburant provenant de l'intestin ralentit de plus en plus. Et le corps déteste l'incertitude énergétique. Votre cerveau, vos muscles, vos organes et vos tissus ont toujours besoin d'énergie. Pas demain, pas dans une heure, maintenant. C'est ici qu'entre en scène une hormone souvent moins connue que l'insuline, le glucagon. Si l'insuline est l'hormone du stockage, le glucagon est l'hormone de la mobilisation. Son message est simple. Nous devons commencer à utiliser nos réserves. Le premier endroit où le corps se tourne, c'est le foie. Vous vous souvenez de cet entrepôt énergétique construit après le repas? Le glycogène. C'est maintenant qu'il devient précieux. Le foie commence à démonter progressivement ses réserves de glycogène pour libérer du glucose dans le sang. Pas trop, pas trop peu. Juste assez pour maintenir un approvisionnement stable. Cette précision est remarquable, car votre cerveau dépend encore fortement du glucose à ce stade.
Même lorsque vous ne mangez pas, votre organisme travaille constamment pour maintenir une glycémie relativement stable. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne s'évanouissent pas simplement parce qu'ils sautent un repas. Le système a été conçu pour gérer ce genre de situation, et il le fait depuis des centaines de milliers d'années. Mais quelque chose d'autre commence à se produire, quelque chose que beaucoup de personnes ne ressentent même pas consciemment. Le corps devient progressivement plus flexible, plus adaptable, plus autonome. La dépendance aux calories récemment consommées commence à diminuer. Imaginez un avion qui décolle. Au départ, il dépend entièrement de la poussée des moteurs. Mais une fois en altitude, il peut exploiter davantage l'aérodynamisme et l'élan accumulé. Votre métabolisme effectue une transition parablable. L'énergie du repas s'éloigne, les réserves internes prennent davantage d'importance. Et cette transition active toute une série de mécanismes fascinants. Certaines hormones de stress, comme l'adrénaline et la noradrénaline, peuvent aller légèrement augmenter. Cela surprend souvent les gens. Ils imaginent que l'absence de nourriture devrait automatiquement provoquer une baisse d'énergie. Pourtant, d'un point de vue évolutif, cela n'aurait aucun sens. Imaginez un chasseur préhistorique incapable de fonctionner lorsqu'il n'avait pas mangé depuis quelques heures. Son espérance de survie aurait été très courte. Au contraire, lorsque la nourriture se raréfie, le corps dispose de systèmes capables de maintenir la vigilance, l'attention et la motivation. L'objectif est évident, trouver de la nourriture, pas s'endormir. C'est pourquoi certaines personnes rapportent une sensation paradoxale. Elles s'attendent à être épuisées, et pourtant, elles se sentent parfois plus alertes, plus concentrées, plus éveillées. Cela ne se produit pas chez tout le monde, et cela dépend fortement de l'adaptation individuelle. Mais ce phénomène possède des bases biologiques réelles. Le corps commence à changer sa stratégie énergétique, et ce changement prépare une étape encore plus spectaculaire, car les réserves de glycogène ne sont pas infinies. Heure après heure, elles diminuent, lentement, silencieusement. Et lorsqu'elles commencent à s'épuiser davantage, une autre source d'énergie attend déjà son tour, une réserve immense, une réserve que la plupart des humains transportent en permanence avec eux, même les personnes relativement minces. Une réserve capable d'alimenter le corps pendant bien plus longtemps que beaucoup l'imaginent. La graisse corporelle. Et lorsque cette réserve commence à jouer un rôle plus important, le voyage entre dans une toute nouvelle phase. Une phase où le cerveau lui-même commence à recevoir un carburant différent. Un carburant qui va changer la manière dont de nombreuses personnes comprennent le jeûne. Car entre la 12e et la 18e heure, le corps ne se contente plus de gérer l'absence de nourriture. Il commence à exploiter l'une de ses capacités les plus extraordinaires, la possibilité de changer de carburant. Environ 12 heures se sont écoulées depuis votre repas. Pour beaucoup de personnes, c'est ici que les sensations commencent à devenir intéressantes. Certains ressentent des vagues de faim, d'autres remarquent une légère baisse d'énergie, d'autres encore se sentent étonnamment normaux. Mais sous la surface, votre organisme est en train d'effectuer une transition qui a accompagné l'espèce humaine pendant presque toute son histoire. Le glycogène hépatique est toujours présent, mais ses réserves diminuent progressivement. Le foie comprend qu'il ne pourra pas compter éternellement sur cet entrepôt énergétique. Il doit commencer à préparer une autre stratégie. Et cette stratégie repose sur une immense réserve que vous transportez avec vous chaque jour, la graisse corporelle. Pendant des décennies, la graisse a souvent été présentée comme un simple problème esthétique, mais biologiquement, c'est tout autre chose. La graisse est une batterie énergétique géante, une réserve de survie, un système de stockage extraordinairement efficace que l'évolution a perfectionné pendant des millions d'années. Maintenant que l'insuline est plus basse, un signal important est envoyé aux cellules graisseuses. Le message est simple, il est temps d'ouvrir les réserves. À l'intérieur des adipocytes, les triglycérides commencent à être décomposés. Ce processus porte un nom, la lipolyse. Les molécules de graisse sont progressivement transformées en acides gras libres qui rejoignent la circulation sanguine. Très vite, de nombreux tissus commencent à utiliser davantage cette nouvelle source d'énergie. Les muscles notamment deviennent particulièrement efficaces pour brûler ces acides gras. Mais le véritable spectacle se déroule dans le foie. Car le foie ne se contente pas de gérer le glucose, il possède également une autre capacité fascinante. Lorsque suffisamment d'acides gras arrivent, il peut commencer à produire des molécules appelées corps cétoniques, les cétones.
C'est souvent à ce moment que les discussions autour du jeûne deviennent confuses. Certaines personnes parlent des cétones comme d'un carburant magique, d'autres les présentent comme un phénomène insignifiant. La réalité est plus nuancée. Les cétones sont simplement une solution ingénieuse développée par le corps humain. Lorsque l'apport en glucides diminue suffisamment, elles offrent une source d'énergie alternative capable d'alimenter de nombreux tissus, y compris le cerveau. Et c'est ici que beaucoup de spectateurs découvrent quelque chose de surprenant. Votre cerveau n'est pas aussi dépendant du glucose qu'on l'imagine souvent. Oui, il utilise du glucose, oui, il en a besoin, mais lorsque certaines conditions sont réunies, il peut également tirer une partie de son énergie des corps cétoniques. C'est l'une des adaptations les plus remarquables du métabolisme humain. Comme si votre organisme possédait un générateur de secours capable de prendre le relais lorsque le carburant principal devient moins disponible. Et plus cette transition progresse, plus certaines personnes remarquent des changements subtils, une sensation différente, une énergie plus stable, une concentration plus soutenue, une diminution des fluctuations liées au repas. Cela ne signifie pas que tout le monde ressentira exactement la même chose. Les réponses varient énormément selon l'alimentation habituelle, la qualité du sommeil, l'activité physique, la composition corporelle et l'état métabolique général. Mais biologiquement, quelque chose d'important est en train de se produire. Le corps démontre sa flexibilité, sa capacité à fonctionner avec différents carburants, sa capacité à s'adapter. Et pourtant, au milieu de cette transformation, un phénomène continue à inquiéter énormément de personnes: la faim. Parce qu'à ce stade, beaucoup s'attendent à ce qu'elle devienne de plus en plus intense, comme si elle devait croître continuellement jusqu'à devenir insupportable. Mais ce n'est souvent pas ce qui se passe. En réalité, la faim se comporte d'une manière beaucoup plus étrange, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus révélatrice de la façon dont votre cerveau et vos hormones communiquent. Car la plupart des gens ont passé leur vie entière à mal interpréter ce signal. Et lorsque vous comprendrez ce qui crée réellement ces vagues de faim, vous ne regarderez plus jamais cette sensation de la même façon. Si vous demandiez à la plupart des gens ce qu'est la faim, beaucoup répondraient quelque chose comme « c'est mon corps qui manque d'énergie ». Cela semble logique. Après tout, si vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, la faim doit forcément signifier que votre organisme est à court de carburant, n'est-ce pas? En réalité, la situation est beaucoup plus complexe, et c'est ici que notre compréhension du jeûne commence véritablement à changer. Car la faim n'est pas simplement une jauge d'essence biologique, c'est avant tout un système de communication. Un système construit pour influencer votre comportement, pas pour vous fournir une mesure exacte de vos réserves énergétiques. Pensez à une notification sur votre téléphone. Une notification n'est pas le problème lui-même, c'est simplement un signal destiné à attirer votre attention. La faim fonctionne souvent de la même manière. L'une des hormones les plus importantes dans ce processus s'appelle la gréline, souvent surnommée l'hormone de la faim. Mais ce surnom est un peu simpliste, car la gréline ne se contente pas de signaler un besoin énergétique. Elle participe aussi à l'anticipation des repas. Autrement dit, votre corps apprend vos habitudes. Si vous mangez habituellement à midi chaque jour, votre organisme commence souvent à anticiper ce moment, comme une horloge. Lorsque l'heure approche, les signaux de faim peuvent augmenter, même si vos réserves énergétiques sont encore largement suffisantes. C'est une découverte fascinante, parce qu'elle signifie que certaines sensations de faim ne reflètent pas forcément une urgence métabolique. Elles reflètent parfois une attente, une habitude, un programme appris. Et c'est là que beaucoup de personnes vivant leur premier remade sont surprises. Elles s'attendent à ressentir une faim qui augmente continuellement heure après heure. Mais ce qui arrive souvent ressemble davantage à des vagues. Une vague apparaît, elle atteint un pic, puis elle redescend, parfois sans aucune nourriture. Cette expérience paraît presque impossible la première fois qu'on la vit. Comment une sensation aussi forte peut-elle disparaître alors que rien n'a été mangé? Parce que le signal et le besoin réel ne sont pas toujours identiques. Votre corps ne communique pas seulement avec vos réserves énergétiques, il communique aussi avec votre cerveau, avec vos habitudes, avec vos attentes, avec votre environnement. Une publicité alimentaire, une odeur de pain chaud, un souvenir, une émotion, une heure précise de la journée. Tous ces éléments peuvent influencer l'appétit. C'est pourquoi deux personnes ayant exactement les mêmes réserves énergétiques peuvent ressentir des niveaux de faim très différents.
Mais voici la véritable révélation. Et pour beaucoup de spectateurs, c'est le moment où tout commence à s'assembler. Pendant des années, certaines personnes ont interprété chaque sensation de faim comme un signal de danger, comme si le corps lançait une alarme, comme si quelque chose de grave était en train de se passer. Or, dans de nombreux cas, ce que le corps dit réellement est beaucoup plus subtil. Je préférerais manger maintenant, pas je suis en train de manquer d'énergie. Cette distinction change tout, parce qu'elle permet de comprendre pourquoi tant de personnes découvrent progressivement une nouvelle relation avec leur appétit. Elles réalisent que toutes les sensations de faim ne sont pas identiques. Certaines correspondent à un véritable besoin physiologique, d'autres ressemblent davantage à une habitude biologique, une attente apprise, une routine hormonale. Et lorsque cette prise de conscience apparaît, le jeûne cesse souvent d'être une bataille permanente. Il devient une observation, une exploration, une manière de mieux comprendre les signaux du corps. Mais cela ne signifie pas que la faim doit être ignorée, ni que tout le monde devrait pratiquer le MAD. Le but n'est pas de lutter contre son organisme. Le but est de comprendre ce qu'il essaie réellement de communiquer. Car lorsque vous comprenez le langage du corps, les sensations deviennent moins mystérieuses, moins inquiétantes, plus prévisibles. Et pendant que cette conversation hormonale se déroule, quelque chose d'autre se produit dans les profondeurs de vos cellules, quelque chose que les scientifiques étudient avec énormément d'intérêt. Un ensemble de mécanismes de maintenance, de recyclage et de réparation qui commencent à devenir plus actifs lorsque l'organisme passe suffisamment de temps sans apport énergétique. Des mécanismes qui expliquent pourquoi le corps ne considère pas nécessairement le jeûne comme un simple manque de nourriture. Parfois, il le considère comme une opportunité de réorganiser ses priorités. Et c'est précisément ce qui commence à se passer lorsque les 24 heures approchent de leur fin. Car entre la 18e et la 24e heure, le corps entre dans une phase que beaucoup considèrent comme la plus fascinante de tout le voyage. Une phase où l'énergie n'est plus le seul sujet. La réparation devient progressivement une partie de l'histoire. Nous approchons maintenant de la fin de ce cycle de 24 heures. 18 heures se sont écoulées depuis votre repas. À ce stade, le paysage métabolique est relativement différent de celui qui existait quelques heures après avoir mangé. L'insuline est relativement basse. Les réserves de glycogène hépatique ont été davantage sollicitées. La mobilisation des graisses est devenue plus importante. Les corps cétoniques circulent davantage. Le corps a changé de stratégie. Mais l'aspect le plus fascinant n'est peut-être pas la production d'énergie. C'est ce qui se passe en arrière-plan, dans les profondeurs invisibles de vos cellules. Car pendant que nous pensons souvent à notre organisme comme à une machine énergétique, il est aussi un immense chantier de maintenance. À chaque seconde, des protéines sont construites, d'autres sont dégradées, des composants cellulaires vieillissent, certains sont endommagés, d'autres deviennent moins efficaces. La vie n'est pas un état statique, c'est un processus permanent de construction et de reconstruction. Et lorsque les ressources alimentaires cessent d'arriver pendant un certain temps, le corps commence parfois à réorganiser ses priorités. Imaginez une ville qui réduit temporairement certains projets d'expansion afin de consacrer davantage d'attention à l'entretien de ses infrastructures existantes. C'est une simplification, mais elle permet de comprendre l'idée générale. L'un des mécanismes les plus étudiés dans ce contexte s'appelle l'autophagie. Le terme signifie littéralement « se manger soi-même ». L'expression paraît inquiétante, mais la réalité est beaucoup plus élégante. L'autophagie est essentiellement un système de recyclage cellulaire. Les cellules identifient certains composants anciens, dysfonctionnels ou inutiles, puis elles les démontent pour récupérer des matériaux réutilisables, comme une équipe de recyclage extrêmement sophistiquée. Il est important d'être prudent ici. L'autophagie n'est pas un interrupteur magique qui s'active soudainement à une heure précise. Elle existe déjà à différents niveaux dans le corps et les chercheurs continuent d'étudier comment le jeûne influence ces activités selon les tissus, les durées et les individus. Mais ce que nous savons, c'est que l'absence prolongée d'apport énergétique modifie certains signaux biologiques impliqués dans ces processus de maintenance. Autrement dit, le corps ne profite pas seulement de cette période pour gérer son énergie, il adapte également certaines priorités cellulaires. Et ce n'est pas le seul changement. Une autre hormone attire l'attention des scientifiques depuis longtemps,
l'hormone de croissance. Malgré son nom, elle ne concerne pas uniquement la croissance des enfants. Chez l'adulte, elle participe notamment à la préservation des tissus, à certaines adaptations métaboliques et à la récupération biologique. Durant les périodes de jeûne, son activité peut augmenter. Encore une fois, ce n'est pas un super pouvoir, c'est une stratégie de survie. Si l'énergie alimentaire devient temporairement moins disponible, préserver les tissus importants devient une priorité. Votre organisme est constamment en train de négocier. Économiser ici, préserver là, mobiliser ailleurs. Chaque décision vise un seul objectif, maintenir la stabilité. C'est ce que les biologistes appellent l'homéostasie, l'art remarquable de rester fonctionnel malgré les changements de l'environnement. Et lorsqu'on observe ce processus dans son ensemble, une chose devient évidente. Le corps humain n'a pas été conçu pour fonctionner uniquement dans l'abondance. Il a également été conçu pour traverser des périodes d'absence de nourriture. Cette capacité est inscrite dans notre physiologie, dans nos hormones, dans nos cellules, dans notre histoire évolutive. Mais c'est précisément ici que beaucoup de personnes commettent une erreur importante. Elles découvrent ces mécanismes fascinants et concluent immédiatement que plus de jeûne est forcément mieux. Plus longtemps, plus souvent, plus extrême. Pourtant, la biologie ne fonctionne pas rarement selon cette logique, car les mêmes mécanismes qui peuvent être utiles dans certaines conditions peuvent être devenus problématiques lorsqu'ils sont mal utilisés. Et c'est pourquoi l'étape suivante est essentielle, comprendre les erreurs que beaucoup de personnes commettent lorsqu'elles adoptent l'OMAD, des erreurs capables de transformer une stratégie potentiellement intéressante en expérience frustrante, voire contre-productive. Car la transformation de 24 heures n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui détermine réellement les résultats sur le long terme, ce sont les habitudes qui accompagnent ce voyage métabolique. Après avoir découvert ce qui se passe durant ces 24 heures, il est facile de comprendre pourquoi l'OMAD attire autant d'attention. Le corps démontre une capacité impressionnante à s'adapter. Les réserves énergétiques sont mobilisées, les hormones changent, le métabolisme se réorganise. Certaines personnes ressentent une meilleure maîtrise de leur appétit. D'autres apprécient la simplicité de ne manger qu'une seule fois par jour. Mais c'est précisément ici qu'apparaît un piège. Parce que comprendre la biologie du jeûne ne signifie pas automatiquement savoir comment l'utiliser intelligemment. Et l'une des erreurs les plus fréquentes consiste à croire que l'OMAD fonctionne uniquement parce que l'on mange moins souvent. En réalité, la fréquence des repas n'est qu'une partie de l'équation. Ce qui compte également, c'est ce qui se trouve dans ce repas. Imaginez essayer de faire fonctionner une ville entière avec une seule livraison quotidienne. Cette livraison devra être suffisamment complète, suffisamment variée, suffisamment riche en ressources essentielles. Votre corps fonctionne selon une logique similaire. Lorsque l'on réduit la fréquence des repas, la qualité nutritionnelle devient encore plus importante. Les protéines notamment jouent un rôle majeur. Elles fournissent les acides aminés nécessaires à l'entretien des muscles, des enzymes, des tissus et de nombreux tissus. Certaines personnes adoptent l'OMAD mais consomment insuffisamment de protéines. À court terme, elles ne remarquent rien, mais au fil du temps, cela peut compliquer le maintien de la masse musculaire. Et cette masse musculaire est loin d'être un simple détail esthétique. Les muscles représentent l'un des organes métaboliques les plus importants du corps humain. Ils influencent la sensibilité à l'insuline, la mobilité, la force, l'autonomie avec l'âge, la dépense énergétique. Autrement dit, préserver le muscle est loin d'être aussi important que perdre de la graisse. Une autre erreur fréquente concerne les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Lorsque l'alimentation devient trop restrictive ou monotone, certaines personnes réduisent involontairement leurs apports essentiels. Le corps peut compenser pendant un temps, mais la biologie finit toujours par demander ses ressources. Puis vient une erreur encore plus subtile, l'obsession. Parce que ce qui commence comme un outil peut parfois devenir une règle rigide, une règle que l'on suit même lorsque le contexte ne s'y prête plus. Le problème est que le corps humain n'est pas une machine fonctionnant dans un environnement parfaitement stable. Il existe des périodes de stress intense, de maladie, de récupération, d'entraînement physique important, de changements hormonaux, de perturbations du sommeil. Durant certaines de ces périodes, les besoins peuvent évoluer, et une stratégie qui fonctionne très bien à un moment donné n'est pas forcément idéale dans toutes les circonstances.
La flexibilité est souvent plus durable que la rigidité. D'ailleurs, l'un des concepts les plus importants de toute cette histoire est souvent oublié. Le véritable objectif n'est pas nécessairement de pratiquer l'OMAD. Le véritable objectif est la flexibilité métabolique. La capacité du corps humain à fonctionner efficacement dans différentes situations, avec de la nourriture, sans nourriture, avec davantage de glucides, avec davantage de lipides, avec différents rythmes alimentaires. Un organisme flexible ressemble à une voiture hybride, capable de changer facilement de source d'énergie selon les conditions. Un organisme peu flexible devient dépendant d'un seul mode de fonctionnement. Et c'est peut-être l'un des enseignements les plus précieux de ce voyage. L'OMAD n'est pas un concours de privation, ce n'est pas une démonstration de discipline extrême, ce n'est pas non plus une solution universelle. C'est simplement une manière particulière d'explorer certaines capacités déjà présentes dans la physiologie humaine. Certaines personnes s'y adaptent très bien, d'autres moins. Et c'est normal, car la biologie humaine est incroyablement diverse. Mais avant de conclure, il reste une dernière question. Après tout ce voyage à travers les hormones, les réserves énergétiques, les cétones, la faim et les mécanismes cellulaires, que représente réellement cette transformation de 24 heures ? Que nous révèle-t-elle sur le corps humain lui-même ? La réponse est peut-être encore plus fascinante que tout ce que nous avons vu. Car au-delà du jeûne, cette histoire est avant tout celle d'une capacité extraordinaire que la plupart des gens sous-estiment complètement, l'adaptabilité du corps humain. Il y a 24 heures, tout semblait simple. Vous avez mangé un repas, puis vous avez attendu. De l'extérieur, rien d'extraordinaire ne semblait se produire. Pourtant, à l'intérieur de votre corps, une véritable odyssée biologique s'est déroulée. Une histoire invisible, une histoire que la plupart des gens ne voient jamais. Au cours des premières heures, l'insuline a pris le contrôle. Les nutriments ont été distribués, les réserves ont été remplies, les cellules ont reçu le carburant dont elles avaient besoin. Puis, lentement, le décor a commencé à changer. Le glycogène stocké dans le foie est devenu une ressource précieuse. Le glucagon a pris davantage d'importance. Les réserves internes ont commencé à participer à l'effort. Ensuite est venu le grand basculement. La graisse corporelle, souvent mal comprise, a révélé sa véritable fonction. Non pas simplement un tissu passif, mais une immense réserve énergétique conçue pour accompagner l'être humain lorsque l'alimentation n'est pas immédiatement disponible. Puis, les corps cétoniques sont apparus. Le cerveau a commencé à recevoir partie de son énergie sous une autre forme. Le métabolisme a démontré sa capacité à changer de carburant, à s'adapter, à évoluer. Et au milieu de ce voyage, une vérité surprenante est apparue. La faim n'était pas toujours ce qu'elle semblait. Elle n'était pas forcément une alarme, pas forcément un danger. Souvent, elle était simplement un message, un signal, une conversation entre vos hormones, votre cerveau et vos habitudes. Enfin, alors que la 20e heure s'approchait, l'organisme a commencé à réorganiser certaines de ses priorités. Maintenance, recyclage, adaptation, préservation. Non pas parce qu'il était en train d'échouer, mais parce qu'il faisait exactement ce qu'il a appris à faire au cours de l'évolution. Et c'est peut-être ici que réside la plus grande leçon de toute cette histoire. Pendant des années, beaucoup de personnes ont regardé leur corps comme une machine fragile, une machine qui doit être constamment alimentée, constamment corrigée, constamment contrôlée. Mais lorsqu'on observe ce qui se passe réellement pendant ces 24 heures, une image très différente apparaît. Votre corps est incroyablement intelligent. Il anticipe, il compense, il économise, il recycle, il s'adapte, il change de stratégie lorsque l'environnement change. Et il le fait en permanence sans que vous n'en soyez conscient. L'OMAD n'est finalement qu'une fenêtre permettant d'observer cette intelligence biologique à l'œuvre. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas la seule façon d'être en bonne santé. Mais c'est une expérience qui révèle quelque chose de profondément fascinant sur la physiologie humaine. Nous sommes beaucoup plus adaptables que nous le pensons, beaucoup plus résilients que nous l'imaginons, et beaucoup plus complexes que ne le laissent croire les simples chiffres affichés sur une balance. La véritable transformation de ces 24 heures ne peut être pas la perte de graisse, ni la production de cétones, ni même les changements hormonaux. La véritable transformation est la compréhension.
comprendre que votre corps n'est pas en guerre contre vous. Il travaille pour vous, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, même lorsque vous ne le notez pas. Et lorsque vous commencez à voir cette immense symphonie biologique à l'œuvre, une chose devient difficile à oublier. Votre corps n'est pas seulement conçu pour survivre, il est conçu pour s'adapter. Et c'est précisément cette capacité d'adaptation qui a permis à l'être humain de traverser des millénaires de changements, de défis et d'incertitudes. Une capacité qui, aujourd'hui encore, continue de fonctionner silencieusement à l'intérieur de vous. Si vous avez déjà expérimenté le jeûne, ou si certaines des sensations décrites dans cette vidéo vous ont semblé familières, vous avez peut-être reconnu des mécanismes que vous viviez sans jamais les comprendre complètement. Parfois, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de son corps change profondément la manière dont on perçoit son quotidien. Et c'est souvent là que commence la véritable curiosité scientifique. Merci d'avoir accompagné ce voyage à travers les 24 heures les plus fascinantes du métabolisme humain. À la prochaine exploration des secrets cachés du corps humain.